Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va voir la méthode de construction d'une phylogénie. Je rappelle que quand on fait une phylogénie, on se demande parmi un groupe d'êtres vivants, une collection, qui est le plus proche de qui. Ici, nous allons étudier une collection qui est composée de l'homme, de la chauve-souris, d'un oiseau. C'est un exemple très simple, mais qui va permettre de comprendre la méthode. On a également besoin dans la collection d'une autre espèce qui va jouer le rôle d'extra-groupe. On va prendre ici la truite. On va ensuite s'intéresser à un ensemble de caractères listés ici. On va s'intéresser à la mâchoire, aux membres, aux dents, à la constitution de la mandibule, aux réserves vitellines de l'œuf et aux ailes. Dans un premier temps, on va analyser les caractères chez ces organismes. On va prendre un exemple ici avec le caractère L. Donc on va regarder chez chacun des organismes. Donc déjà pour l'homme, on voit qu'il n'a pas d'aile, il a un membre qui n'est pas en aile. La chauve-souris a un membre en aile. Ensuite, l'oiseau a un membre en aile. Et enfin, la truite n'a pas un membre en aile. On va faire ça pour chacun des caractères. On va regarder leur état, à quoi ils ressemblent, on va les décrire. Il faut ensuite polariser ces caractères. Pour ça, on va regarder chez la truite, ici l'extra-groupe, on va regarder chez l'extra-groupe comment est ce caractère, et ça va nous permettre de pouvoir polariser les caractères, de dire quel est l'état dérivé, quel est l'état ancestral. On va dire que chez l'extra-groupe, l'état est de toute façon ancestral, ce qui va nous permettre, lorsqu'on voit un changement entre l'état ancestral de l'extra-groupe et l'état qu'on observe chez le groupe, s'il y a un changement, ce changement constituera l'état dérivé. Pareil ici, à l'inverse, si c'est le triangle qui est l'état ancestral, le changement en rond va donner l'état dérivé. Donc dans l'exemple de l'aile, on va dire que l'état ancestral, c'est le membre qui n'est pas en aile, ça va être codé en 0, et l'état dérivé, c'est le membre en aile, codé 1, puisque la truite n'a pas d'aile, donc c'est bien l'état ancestral. On verra après que du coup chez l'oiseau et la chauve-souris, il sera un état dérivé. Chez l'homme, pas d'aile, donc il l'a également à l'état ancestral. On va remplir ensuite une matrice dans laquelle on va coder donc ces caractères. Comme on l'a vu chez la truite, vous voyez que tous les états sont ancestraux puisque c'est l'extra-groupe. Chez les autres êtres vivants qu'on étudie, on va du coup coder en l'état dérivé, qui n'est pas forcément présent partout. C'est ce qui va nous permettre ensuite de construire l'arbre. Par exemple, ce caractère-là ne va pas être informatif, puisqu'il est partout à l'état ancestral, donc il n'apporte aucune information. Cet état-là non plus, puisque tout est à l'état dérivé, donc il ne permet pas de séparer ou de regrouper ces êtres vivants. À partir de cette matrice, on va former des arbres phylogénétiques sur lesquels on va poser nos hypothèses. Donc on va représenter sur l'arbre les caractères et leurs changements, donc à l'état dérivé à chaque fois, en faisant des hypothèses différentes. On va retenir un seul arbre, le plus parcimonieux, qui sera ici celui-ci, c'est-à-dire celui qui comporte le moins d'hypothèses de transformation possibles, et avec des transformations qui semblent cohérentes. Ici, c'est un exemple assez simple. On prend cet arbre-là comme étant le plus parcimonieux. Ensuite, on va pouvoir analyser le résultat en pouvant décrire les groupes monophylétiques, c'est-à-dire composés des organismes et de leur ancêtre commun qui sera au nœud. Et ensuite, on exclura ou on pourra discuter éventuellement des groupes paraphylétiques ou polyphylétiques qui, eux, n'englobent pas forcément tous les descendants ou pas l'ancêtre commun. Donc ça nous intéresse pas trop d'un point de vue évolutif. Ce qui nous intéresse, c'est de décrire les groupes monophylétiques, c'est-à-dire les espèces les plus proches et leur ancêtre commun. Dans notre exemple ici, donc, on peut analyser finalement que les plus proches, ce sont ici l'homme et la chauve-souris. Ils partagent un ancêtre commun exclusif et ils sont un peu plus éloignés de l'oiseau, le perroquet ici. On peut aussi dire par exemple que ici l'état L, du coup, d'après cette analyse, eh bien, est apparu deux fois dans l'évolution, une fois dans la lignée des oiseaux et une fois dans la lignée des chauves-souris. Ce groupe monophylétique ici, qui comporte l'homme et la chauve-souris, on va lui donner un nom, et c'est le groupe des mammifères qui possèdent des poils, des mamelles, etc. Voilà, grâce à cette méthode,
On peut dire qui est le plus proche de qui dans une collection d'individus, toujours dans une collection qu'on choisit et qu'on étudie. Merci.